très loin, un gros obus, un second, un troisième me font sauter en l'air comme un lapin. Je retombe et je reste à plat ventre, aveugle et sourd, en nage. Je me dis, ce coup-là, je vais mourir. Nous sommes en 1918, Charles se réveille dans un hôpital militaire, il a tout oublié, son nom, son identité, il a perdu la mémoire dans les tranchées. C'est le point de départ d'un roman riche, intense, prenant, ça s'appelle La danse des vivants, paru aux éditions Albin Michel et c'est écrit par Antoine Rau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de votre roman qu'on a adoré, époustouflant ce roman. Vous écrivez sur la guerre et ses absurdités, sur la guerre et sa monstruosité, sur la guerre et ses conséquences à travers votre personnage principal, éminemment cultivé, c'est Charles donc, que l'on apprend à connaître au fur et à mesure des pages, mais surtout qu'on aime immédiatement. Il est né comment, Charles ? Il est né d'abord, je voulais raconter donc le destin d'un amnésique de guerre, parce que je trouve que les amnésiques de guerre, il y a eu un certain nombre de personnages dans la littérature qui ont inspiré, comme par exemple Le Voyageur sans bagages de Jean Anouilh, qui est une pièce de théâtre extraordinaire. Et je voulais créer un héros positif, quelqu'un qu'on aime tout de suite, effectivement, c'est-à-dire qu'on s'attache à lui parce qu'il a tout perdu. Il est le plus seul des hommes. Oui. Tous les hommes ont vécu un destin tragique pendant la Première Guerre mondiale. C'est une guerre absolument atroce pour les hommes. C'est une guerre atroce aussi, évidemment, pour les femmes qui se retrouvent veuves. Mais donc, je voulais que ce personnage, d'emblée, on soit pris, on soit touché par sa solitude, par son abandon. Et c'est un personnage qui doit se réinventer totalement. Puisqu'il se réveille donc après un choc causé par un obus, ce qu'on appelait un shell shock, oui. Et il a totalement perdu la mémoire, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus son nom, il a fait, vraiment son passé est une page blanche, donc il doit se réinventer complètement. Ouais. Alors on va rentrer dans son histoire, bien sûr. Au fur et à mesure, on va en prendre de plus en plus, effectivement. On voit qu'il parle aussi bien en français qu'allemand, et donc les services secrets vont avoir l'idée de l'utiliser pour l'envoyer en Allemagne, l'Allemagne qui prépare finalement sa revanche, et l'envoyer pour espionner. Et à travers lui, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on va voir les traumatismes de la guerre côté français, puis côté allemand. Oui, ça c'était aussi une de mes grandes idées, sans doute parce que je pense un peu à la situation de l'Europe aujourd'hui en écrivant, et que c'est une Europe qui est de nouveau déchirée par les nationalismes, de nouveau où on voit des peuples qui cherchent à simplifier l'histoire finalement, à retrouver d'un côté les bons, de l'autre les méchants. Et moi je voulais raconter l'histoire de l'époque sans juger, c'est-à-dire que chaque personnage imaginaire ou bien même de personnages réels dont je me suis inspiré, ce sont tous des êtres de chair avec évidemment des conditionnements, avec des préjugés, sauf Charles. Charles, il est délivré, il est candide parce qu'il ne sait plus s'il est français ou allemand, parce que sans mémoire, donc il ne juge pas. Et donc il regarde, il traverse l'histoire comme ça, l'histoire dont il est lui-même une victime, mais sans porter un regard politisé, au fond, puisqu'il n'est ni français ni allemand. Donc c'est ça que je voulais raconter, comment le traité de Versailles, donc, qui a quand même déterminé toute l'histoire du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, au fond, c'est un traité qu'on a fait avec des très bonnes intentions, sauf qu'on a désigné l'Allemagne comme seule responsable. Et donc l'Allemagne était le paria de l'Europe. Et évidemment, vu du côté allemand, c'était quelque chose d'insupportable, d'humiliant, y compris pour les jeunes démocrates allemands qui étaient tout à fait prêts à rentrer à la table des nations, à participer au droit international, à la Cité des Nations. Mais on leur a dit non, vous non. Et donc je voulais bien montrer qu'au fond, à partir du moment où on considère qu'il y a d'un côté le bien, c'est-à-dire par exemple les vainqueurs, de l'autre le mal, l'Allemagne, on ne peut pas avancer dans l'histoire. On a avancé en 1945 parce qu'on a associé tout le monde. Voilà, le drame de la fin de la Première Guerre mondiale, c'est qu'on réinvente finalement les conditions de la seconde, immédiatement. Mais c'est vrai, vous le dites, il y a des personnages fictionnels, il y en a qui sont historiques, puisque vous mêlez finalement la petite histoire à la grande. Vous faites parler Georges Clemenceau à un moment donné, et on voit les coulisses de la préparation de ce traité de Versailles avec le président américain et le Premier ministre britannique. Lloyd George. Et Lloyd George. Comment vous avez fait ? Vous avez fait un énorme travail de recherche, évidemment, mais comment vous avez réussi à les faire parler ? Comme des personnages de fiction, sauf que, bien entendu, je me suis nourri au maximum de ce qui était dit, de ce qui était connu. Mais bon, j'ai écrit quelques pièces de théâtre aussi qui mettaient en scène des personnages réels. Je pense qu'à un moment donné, on s'inspire on prend les personnages réels, on prend ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit, évidemment, mais je raconte ce qui se passe dans l'intimité, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas. Et donc là, évidemment, je suis libre comme auteur de les faire parler, penser, sentir comme je le veux. Alors, en dehors du traité de Versailles, à un moment donné, Georges Clemenceau parle de son pays et c'est assez saisissant, juste après la guerre. Est-ce que vous pouvez nous lire l'extrait qu'on a choisi de votre roman ? Alors,
Dans mon malheureux pays, monsieur le Président, répliqua le tigre, dans mon pays ravagé par la violence ennemie, il y a des centaines de villages où personne n'a encore pu remettre le pied. Il y a des églises, des châteaux, des trésors en ruine, des usines détruites, des mines noyées et effondrées, des charniers qui vous feraient vomir. Tout le nord, de la Manche à l'Alsace, est un désert noir, une grande fosse commune. La mort, la mort, la mort partout, à chaque pas. Et dans Paris, vous ne les avez pas vus, les gueules cassées, les gazés, les estropiés, les traumatisés? La mort, la mort, la mort, effectivement. Comment vous avez réussi à... Alors, ça peut paraître banal comme question et un peu candide, peut-être, réussi à, en une phrase, à résumer ce qu'était le pays après cette abominable guerre? Essayer de se mettre toujours à la place de ce que les gens avaient pu vivre à l'époque. Pour écrire un roman qui se passe il y a 100 ans, je pense que la meilleure des choses, c'est de lire les mémoires, c'est de lire les journaux intimes, quand il y en a. Bien sûr, la littérature de l'époque, les grands romans de l'époque, et les journaux de l'époque. Tous les journaux sont en ligne aujourd'hui, la Bibliothèque nationale les met en ligne. C'est passionnant. C'est-à-dire de se remettre, au fond, de raconter l'histoire comme si c'était le présent. Et donc, ce que les gens pouvaient éprouver comme souffrance, aussi comme espoir, comme rêve à l'époque. C'est ça. Il faut se remettre, au fond, il faut essayer de... j'aime beaucoup cette phrase de Baudelaire qui dit après avoir observé une petite vieille derrière sa fenêtre, « Et je me couche fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même ». Je pense que c'est ça, le travail de l'écrivain. Et il n'y a pas de scène, presque, quand on vous lit... En tout cas, pour moi, il y a des scènes cinématographiques qui me reviennent. Je trouve que quelquefois, c'est écrit de façon très imagée. Est-ce qu'il y a des films aussi qui vous ont marqué sur la Première Guerre mondiale et qui ont peut-être pu vous inspirer? Il y a La Victoire en chantant, par exemple, c'est un très beau film. Enfin, c'est surtout les livres qui m'ont nourri. Voilà. C'est les auteurs allemands, c'est Erich Maria Remarque, par exemple. C'est les auteurs français, c'est La Peur de Gabriel Chevalier, qui est un roman absolument fascinant. C'est Céline, Le Voyage au bout de la nuit. Bien sûr. Charles, donc on dit qu'on le suit, on l'a aimé immédiatement, on le suit donc en France puis en Allemagne. Il aura un destin. Il aura un destin. Il aura un destin. D'abord, donc au fond, cet homme qui n'est plus personne pour lui-même, on lui donne l'identité d'un autre, d'un mort allemand, d'un lieutenant qui s'appelle Gustav Lerner. Donc il ne sait pas qu'il s'appelle Charles. Par contre, on lui dit maintenant, tu vas être Gustave, et on l'infiltre en Allemagne, et il va donc devenir un espion français, avec l'identité d'un Allemand, et il va vivre la vie de cet Allemand. Et donc il va se retrouver dans une nouvelle guerre qui va se passer, qui est une guerre oubliée, qui se passe dans la Baltique, et qui continue après 1918, et qui met aux prises les Allemands avec les nationalistes lettons et avec les Russes blancs et rouges. C'est une guerre absolument fascinante, dont par exemple les Réprouvés de Ernst von Salomon parlent. On parle beaucoup d'hommes dans votre roman, évidemment, puisqu'il y a question de la guerre. Mais vous faites de très beaux portraits de femmes. Quelquefois, elles apparaissent très peu. Quelquefois, elles ont une vraie importance, comme la mère de Charles. Faustine, qui est un très beau personnage de mère qui attend des nouvelles de son fils éperdument, comme ça. Oui. Alors, évidemment, elle, au fond, c'est par elle qu'on comprend l'histoire de Charles, que lui ignore. C'est-à-dire qu'au fond, cette femme, on va comprendre qu'elle a eu un très grand amour illégitime. Elle est alsacienne, française, donc dans l'Alsace qui appartient à l'Allemagne, et elle est tombée amoureuse à l'époque d'un Allemand. Et donc Charles est né de cet amour. Mais ensuite, elle s'est mariée avec un grand banquier alsacien, parisien, qui s'appelle Alfred Hirsheim, qui est un homme qui était fou de cette femme, et qui donc il a épousé avec cet enfant illégitime. Mais elle ne l'a jamais aimé. Donc il en a développé une forme de désespoir et de haine qui s'est reportée sur cet enfant. Et donc, on va voir dans le roman, effectivement, qu'il commet un acte abominable, parce que quand on le fait venir en lui disant « voilà les photos d'un amnésique qu'on a retrouvé, est-ce que c'est votre fils ?» Il va dire « non, c'est pas mon fils ». Il va mentir. Il va le renvoyer à son anonymat. Exactement. Et donc, cette Faustine ne le sait pas, mais elle pressent qu'il se passe quelque chose, et elle se languit, comme beaucoup de mères de l'époque, qui cherchent désespérément à retrouver un enfant perdu. Et il y a eu des centaines de milliers de jeunes et d'hommes dont on n'a jamais eu de nouvelles. Et ça donne des très beaux portraits, effectivement, où on la voit attendre au coin du feu, par exemple. C'est absolument sublime. Ça s'appelle La danse des vivants aux éditions Albin Michel. Merci infiniment. On a bien compris que Charles avait un destin, donc on s'attend à une suite. La danse des vivants. Antoine Rau, merci beaucoup d'être venu nous en parler.